Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho, Eva Rock qui regarde la télé et Julie qui regarde et qui écoute tout ça. Bonjour à tous. Et je prends des notes en plus. On commence avec vos quotidiens nationaux. Le foot rattrapé par les affaires. C'est la une d'aujourd'hui en France et c'est incontestablement le gros sujet de préoccupation de vos quotidiens ce matin. Métro News n'y va pas par quatre chemins et titre OM, l'ombre du milieu. La Provence également, je crois, Marion. Oui, la Provence avec ce titre, malaise, 3 présidents placés en garde à vue. Le Figaro s'inquiète de voir la tension qui monte encore après l'attentat contre une synagogue à Jérusalem. Attentat, répression, l'intifada qui vient, écrit Libération en page intérieure. Les Échos font leur une sur les retraites chapeau. Macron veut y mettre fin, titre le quotidien économique. Et puis on reste dans les affaires de gros sous avec le Canard qui nous apprend que l'état-major de BNP Paribas est poursuivi pour délit d'initié. Sont visés Baudois Pro, président, Michel Pébreau, son prédécesseur, et Philippe Bordenave, directeur général délégué de la banque, soupçonné d'avoir vendu au cours de l'année 2013 près de 300 000 de leurs actions. Jusque-là, rien de scandaleux, je parle sous votre contrôle, Axel de Tarlet, sauf que cette vente a eu lieu en pleine enquête des autorités américaines sur la violation par la banque des embargos sur le Soudan et l'Iran. Or, ces dirigeants, ces 3 hommes faisaient partie des très rares personnes au courant de cette enquête. Ils savaient donc que l'action BNP allait baisser. Ils auraient donc vendu avant, d'où le délit d'initié. C'est donc à lire dans le Canard. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes ce matin? Eh bien, Nord Littoral qui s'interroge, les radars de feu rouge sont-ils des pompes à fric? Les journalistes du quotidien ont fait le calcul. À Calais, les 3 secondes réglementaires entre le feu orange et rouge n'y sont pas. Et puis, le coup de tabac des buralistes frontaliers à la une du Républicain Lorrain. Ils ont manifesté hier devant une station-service du Luxembourg pour réclamer l'harmonisation des prix en Europe. L'histoire qui vous a le plus soufflé ce matin, on va dire, on la trouve dans Ouest France et ça souffle fort, justement. Oui, avec ce titre, un souffle géant teste les avions. À lire cet article, c'est une machine qu'on a tout de suite envie de découvrir, de visiter. Elle est située à Modane, en Savoie. Imaginez d'immenses ventilateurs, 15 mètres de diamètre. Il y en a 2. Un très beau sèche-cheveux qui envoie, et vous n'y tiendrez pas, l'équivalent d'un vent à plus de 1100 km/h. Il s'agit en fait de reconstituer l'environnement dans lequel évoluent les avions. C'est bien cela l'objectif, tester la résistance des futurs appareils avec des maquettes pouvant aller jusqu'à 4 mètres. L'A380 y est passé, l'avion militaire A400M aussi, des Boeing également. Et le plus incroyable, c'est que cette soufflerie, c'est une prise de guerre de la Seconde Guerre mondiale, en l'occurrence. Eh bien, les Allemands en avaient monté qu'un tiers à l'époque en Autriche. Les Alliés l'ont retrouvée. Ils ont fini de la monter en France, dans les Alpes. C'est donc cet appareil qui est utilisé aujourd'hui. L'un des salariés qui y travaille salue les concepteurs qui étaient vraiment des visionnaires. Il a fallu 6 ans à l'époque pour le reconstituer. En 1952, les premiers essais. Aujourd'hui, évidemment, 62 ans plus tard, l'appareil vieillit sur Ouest France. Il faudrait 218 millions d'euros pour pérenniser le site. Incroyable soufflerie, une aventure qu'on lit dans Ouest France ce matin. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. On va rester du côté de la Deuxième Guerre mondiale et de ses conséquences. On va en Allemagne avec un joli pied de nez à une manif de néo-nazis, Jean-Philippe. Oui, bienvenue à Wunsiedel, petite ville de Bavière qui subit chaque année au mois de novembre un encombrant et nauséabond rassemblement de nostalgiques du Troisième Reich. Alors, pourquoi à Wunsiedel? Tout simplement parce que l'une des tombes du cimetière a longtemps été celle de Rudolf Hess, célèbre lieutenant d'Adolf Hitler. Mais cette fois, les habitants ont décidé d'agir. Alors pas en criant, pas par la violence, non. C'est même tout le contraire, vous allez voir. Ils ont décidé de profiter du rassemblement pour donner de l'argent à une association qui aide précisément les anciens néo-nazis à s'en sortir. Alors, la presse allemande en a largement parlé. Principe très simple et assez drôle, vous allez voir. Pour chaque mètre de manifestation néo-nazie parcouru, la population était invitée à donner 10 €, un peu à la manière d'un grand marathon de charité. Alors, histoire d'être bien clair, les habitants avaient même accroché des banderoles joyeuses et colorées en mode un peu second degré. Ils sont moqués d'eux, quoi. Voilà, sur le parcours du cortège. Alors, faut imaginer ces images plutôt cocasses de crânes rasés en bombers qui regardent interloquer des affiches roses, vertes ou bleues qui encouragent les habitants à être généreux. C'est ce qu'on appelle un joli détournement. Et c'est ainsi que des néo-nazis ont indirectement financé celles et ceux qui luttent contre eux au quotidien.
Les organisateurs disent avoir récolté 10 000 € au total, c'est pas mal. On vous donne tous les détails sur notre site europe1.fr. Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale. Axel de Tarlet, vous vous intéressez à nos loisirs. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne travaille pas en France, c'est-à-dire sur challenge.fr? Alors on fait quoi? Voilà, alors c'est une enquête TNS qui a posé cette question toute simple. Comment occupez-vous votre temps libre? Alors je ne vous poserai pas la question. Voilà, parce que TNS non, ça c'est pendant que vous travaillez, Julie. Mais TNS Sofres dit les réponses sont très éclatées. Alors néanmoins, la réponse qui revient le plus, et je vous le donne en 1000, quelle est-elle? Écoutez la radio. Réponse numéro 1, citée par 24% des Français. J'espère que c'est pas ça qui endort les gens quand même. Voilà, chacun son truc. truc. Sortez de la couette là chez vous. Numéro 2, c'est la télé qui se retrouve à égalité avec un livre ou un journal. Alors, il y a une autre question qui a été posée, qui est quels sont les supports de loisirs? Et là, curieusement, la radio n'apparaît plus dans les réponses. Il faut croire que nous ne sommes pas considérés comme un loisir, mais comme quelque chose d'informatif. Donc, alors, quand on parle de loisirs, alors là, ce qui apparaît en numéro 1, c'est la télé, 22%. Mais je vous le raconte parce qu'en deuxième, c'est l'ordinateur, 19%. Et en troisième, c'est le livre, qui est à 17%. Mais oui, c'est très élevé, on dit qu'on ne lit plus. Alors, ça dépend des âges. Chez les retraités, le livre, c'est 29%. Mais dans la tranche 25-34 ans, là, le livre tombe à 5%. Alors, je ne sais pas si... Il lit sur l'écran. Mais oui, ils utilisent Elisa, c'est pour ça. Je termine pour donner un coup de chapeau au PMU, parce que c'est le PMU qui a commandé cette étude. Et quelle est la réponse citée en dernier pour les vacances? C'est jouer au PMU sur Internet. Et malgré tout, Grand Prince, le PMU... On les imagine là. Et on va faire une super étude et tout, ça va être vachement bien. C'est quoi le dernier truc que vous faites dans la vie? Je joue aux courses. Grand Prince, ils ont quand même publié cette étude qui met la radio à l'honneur. Bravo. Merci vive le PMU. Merci Axel de Tarlet. À la télé, la télé, deuxième ce loisir, soir, hein, les parents, 19h45 sur Gulli. C'est quoi les parents? Alors on part à Montréal pour découvrir cette pépite. C'est une série québécoise, familiale, qui a un succès outre-Atlantique depuis 2008. C'est l'histoire de la famille Parent. C'est leur nom de famille en fait, Parent. Donc vous avez le couple, Nat et Louis-Paul, et leurs 3 fils, Thomas, Oli et Zach. Alors c'est comme dans une famille française, enfin presque. Ils vont pas jouer au foot, les garçons, mais au hockey évidemment. Et alors ils disent à longueur de phrase le mot niaiserie, qu'ils alimentent un peu comme nous. Je sais pas quel autre mot on peut utiliser, mais enfin bon, niaiserie est dans toutes les phrases. Alors en revanche, pour les devoirs du soir, c'est un peu comme chez nous, hein, ou comme chez vous en tout cas. Quand Oli demande de l'aide pour résoudre une équation, son père aboutit au résultat de -15, son frère aîné parvient à -1. Nat, la mère, elle s'apprête à appeler Allo Prof. Voyons, -1. Regarde pas, la petite barre négative, ça équivaut à faux. Le plus, c'est vrai. Fait que quand c'est plus moins, c'est vrai que c'est faux, donc c'est faux. Quand c'est moins plus, c'est faux que c'est vrai, donc c'est faux. Quand c'est plus plus, c'est vrai que c'est vrai, donc c'est vrai. Quand c'est moins moins, c'est faux que c'est faux, donc c'est vrai. Fait que ça fait -1. OK, appelle Allo Prof. Aïe, la boule, vraiment. En tout cas, avant la réforme, ça faisait -15. Avant la réforme, ça faisait moins. C'est bon, avant la réforme, ça faisait -15. On dirait le vrai faux de l'info de Jean-Philippe Ballas. Exactement, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Alors, dans le rôle de la mère de famille, vous allez retrouver la formidable Anne Dorval, que vous avez peut-être vue dans Mommy, qui est au cinéma depuis quelques semaines. Tous les autres comédiens sont exceptionnels. C'est étonnant d'ailleurs de voir les garçons grandir au fil des saisons. Alors, parfois, c'est vrai, vous avez peut-être entendu, on ne comprend pas forcément à cause de l'accent, mais il faut se laisser porter par ses aventures. Gulli diffuse d'ailleurs 2 épisodes tous les soirs. Le dernier mot, je vous propose de le laisser à Oli, qui est face à son père, qui a choisi le DVD du soir. Piège de cristal, c'est quoi ça? C'est un film de bijouterie? Vous avez entendu Piège de cristal. Piège de cristal, c'est un film de bijouterie. Bravo, faites des gros becs, un rideau sur le casque.